Je vais maintenant vous présenter ce qu'on appelle la PFI. La PFI, qu'est-ce que c'est? Une PFI, c'est une production finale d'intégration. Je vais fermer tranquillement mes petites fenêtres. Alors, la production finale d'intégration, vous devriez avoir ça dans tous vos cours normalement. La production finale d'intégration, il est possible que dans certains cours, ça prenne simplement la forme d'un examen. Ça se peut que vous ayez aussi dans un cours des PFI, plusieurs PFI qui en fait constituent les différents volets d'une PFI, d'une production finale d'intégration. Dans le cadre du cours 201, votre production finale d'intégration va prendre deux parties. Il va prendre un morceau qui va être un gros travail que vous allez faire à partir d'aujourd'hui et qui sera à remettre lors du dernier cours de la session. Dernier cours qui aura lieu le jeudi 17 décembre. Il y aura également un examen. Bon, alors l'examen est des petites nouvelles. Au début, je vous avais annoncé un examen en présentiel il y a quelque temps. Finalement, le gouvernement a émis d'autres directives qui font en sorte que nous n'allons pas faire d'examen en présentiel. L'examen sera un examen à distance qui aura lieu lors du dernier mardi de la session. Alors, je vous donne la date précise. Ça sera l'examen le mardi 15 au matin. Donc, durant les 3 heures de cours, je vais préparer un examen qui est fait pour être fait en moins de 2 périodes. Bon, étant donné que certaines personnes dans la classe ont droit à plus de temps pour faire un examen, je vais laisser 3 périodes pour le faire. Nous verrons, je vous avertirai des conditions de passation. Ça sera un examen supervisé, mais à distance. Vous devrez avoir une caméra pour être capable, pour faire cet examen. Ceux qui n'ont pas de caméra, vous me contacterez et on regardera ensemble à trouver une solution qui fera en sorte que vous ayez en main une caméra ce jour-là. Alors, donc, l'examen sera à distance, mais supervisé. Je vous avertis tout de suite, vous aurez besoin d'une caméra. Et on va mettre un contrôle anti-plagiat, évidemment, particulier pour cet examen. On a le temps d'y revenir. De toute façon, nous ne sommes que le 1er décembre. L'examen aura lieu le 15. Donc, d'ici le 15, on aura au moins un cours ou deux avant et où nous pourrons en discuter. Bon. On va maintenant présenter cette PFI. Alors, la PFI, je vais la rendre disponible dans les prochaines secondes. Bon. Alors, si vous allez sur Moodle, et si vous actualisez votre page Moodle, vous allez voir tout en bas du cours, il y a un élément qui s'appelle maintenant production finale d'intégration. La production finale d'intégration, donc, c'est vraiment le document que nous avons produit. Enfin, c'est le travail qu'on a produit. Bon, j'ai beaucoup travaillé finalement, c'est moi qui l'ai écrit, je vais être honnête avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va aller regarder d'abord le PDF, mais vous aurez également deux éléments à télécharger. Alors, n'hésitez pas à le commencer. Le premier que nous allons voir pour l'instant, c'est lui, mais je vous suggère de lancer le téléchargement de démo PFI
et de versions étudiantes qui vont vous permettre de comprendre ce qu'on veut faire. Bon. Voilà. Alors, pendant que tout ça se télécharge chez vous, ça devrait être à peu près fait déjà si vous avez un lien comme le mien. Bon, alors qu'est-ce que cette production finale d'intégration de l'automne 2020? Bon, c'est une production qui vise finalement à vérifier les aspects pratiques de ce que vous avez développé durant la session. Alors, c'est des choses qu'on va vous demander qui prennent trop de temps à faire pour que l'on puisse vous les demander dans des examens. On s'attend à ce qu'il y ait chez vous une grande réflexion à l'intérieur. Vous allez avoir à écrire du code, avoir à écrire, en gros, vous allez écrire ce qu'on appelle une bibliothèque de fonctions. Vous allez écrire une bibliothèque de fonctions qui va être utile dans un projet plus complexe que moi j'ai rédigé. Alors, on va regarder ça. Bon. Tout d'abord, je tiens à préciser, et c'est important que vous en soyez conscient, une production finale d'intégration dans mon cours, c'est un travail individuel, que ce soit l'examen ou le travail que vous allez faire ici. Donc, si je m'aperçois qu'il y a eu du plagiat, c'est assez facile habituellement parce que, bon, chacun a sa propre façon de coder. Alors, quand je m'aperçois qu'il y a un plagiat, bien effectivement, si je peux le prouver, ça veut dire que vous allez avoir 0 pour le travail. 0 pour la PFI, ça veut dire 0, ça veut dire que vous allez échouer le cours. Essentiellement, pourquoi? Parce que la réussite de la PFI est obligatoire pour réussir le cours. C'est ce qui est écrit dans votre plan de cours. Donc, ne faites pas de bêtises, ne partagez pas de code, parce qu'oubliez pas, dans un plagiat, il y a 2 personnes qui plagient. Il y a celui qui donne le code et il y a celui qui le reçoit. Alors donc, pas de plagiat, c'est très important, s'il vous plaît. Et je travaille avec mes autres collègues, Maxime et Pierre. Donc, nous allons partager effectivement beaucoup d'informations. Donc, ça ne serait pas une bonne idée non plus d'aller prendre le code d'un étudiant de Maxime ou de donner son code à celui d'un étudiant de Pierre. Bon, alors donc, maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur ça, je n'en parle plus, mais vous savez ce que vous avez à faire et surtout à ne pas faire. Maintenant, description. Un de vos enseignants a développé un petit jeu d'habileté dans lequel le joueur contrôle un avatar qui prend la forme d'une courageuse petite balle. L'objectif de ce petit jeu consiste à atteindre et capturer un trésor tout en évitant les attaques traîtresses d'une bande de virus, tous plus mortels les uns que les autres. Ça a l'air que c'est dans l'air du temps. Si la structure du jeu et la plupart des aspects techniques sont terminés, il reste une série de fonctionnalités à développer pour compléter le jeu et c'est là que vous intervenez. Bon. Alors, moi, c'est là qu'on va besoin d'aller regarder. En gros, qu'est-ce que je vous fournis? Alors, si nous allons voir ce qu'il y a dans Démo PFI, alors, imaginons que vous allez, évidemment, ici, extraire tout ce qui est dans Démo PFI. Voilà. C'est en train de se faire. C'est gros, c'est un petit jeu, donc c'est un petit jeu 3D. Alors, imaginons que je le lance. Oh, ouais. Attendez, il va dire ne pas exécuter. Oui, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, vous dites exécuter quand même. Bon, voilà. Bon, ça va être plus simple.
Et bon, alors là, vous m'excuserez, je vais changer mon partage. Je vais partager un nouvel écran. Voilà. Alors donc, normalement, ah oui, excusez-moi, j'ai fait quelque chose, je recommence. Share screen, share computer, ça, voilà. OK. Alors, voici le jeu que vous avez produit. Pour l'instant, évidemment, c'est la page de démarrage. Il y aura un bouton à aller appuyer naturellement. Par la suite, on clique dessus, on a la grille. Alors ici, on voit qu'on a une petite balle qui va se déplacer à l'aide des touches WASD. Je vais fuir un petit peu avant de me faire bouffer. Bon, voilà. Et là, vous allez devoir, vous, de votre côté, aller capturer le trésor. Une fois le trésor capturé, vous avez gagné le niveau. Et ça recommence, mais avec un peu plus d'ennemis. Une fois, vous allez mourir. Et ça n'a pas été très bon. Alors, si on démarre, donc je reprends. Alors, donc ça, c'est un jeu qui n'a pas de fin. En fait, oui, il y a une fin, c'est vous qui allez mourir. C'est assez évident. À un moment donné, ça va mal se passer. Ah, j'ai quand même franchi le niveau 3 cette fois-ci. On est au niveau 4. Ça n'a pas marché. Bref, voici ce que vous avez à faire. Alors là, vous me dites, bon, qu'est-ce que vous avez à faire de tout ça? Bon, il y a du monde dans le chat. OK, il y a combien de niveaux? Infini. En fait, oui, c'est ça, c'est infini, mais si vous dépassez le 10e niveau, vous êtes bon. Euh, Qu'est-ce que vous allez avoir à faire de tout ça? Alors, c'est là que je vais reprendre la présentation du jeu. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. OK. Alors, donc, si on reprend la présentation, vous, évidemment, je ne vous demande pas de faire tout le graphisme, etc. C'est correct. Là. Ça, ce n'est pas à vous de faire ça, c'est moi qui l'ai fait. Par contre, j'ai sorti du jeu une série de fonctionnalités qui sont essentielles pour son bon fonctionnement. Et c'est ces fonctionnalités que vous allez rédiger. Pour ça, ben, j'ai produit donc une petite solution dans Visual Studio que vous allez devoir créer. Alors là, c'est là que vous avez besoin de version étudiante qu'il faut aller voir et être capable extraire tout, évidemment. Voilà. On va aller voir ce que c'est, version étudiante. Alors, version étudiante, à l'intérieur de ça, vous avez finalement PFI 2020 à compléter et l'outil Ouya. Ces deux choses-là, en fait, sont interreliées. Vous, de votre côté, vous travaillez à partir de PFI 2001 à 2020 à compléter. Pour démarrer le logiciel, vous auriez deux choix normalement. Bon, on pourrait y aller directement en passant par le fichier SLN. Bon, là, je voudrais savoir parmi les étudiants actuellement actifs, combien il y en a qui voient le fichier, qui ne voient pas le fichier SLN? Parce que sinon, il faut que je vous montre comment le voir. Vous pouvez répondre dans le chat ou ailleurs. Tout le monde le voit bien? Parfait. Alors donc, ça veut dire que si vous le voyez bien, c'est que vous avez modifié les propriétés d'affichage et que vous avez mis ici extension des noms de fichiers. C'est important. Pour un programmeur, une programmeuse, c'est bien important ça. Alors donc, on peut faire un double clic là-dessus ou passer directement par Visual Studio, ça fera la même chose. Donc, on ouvre ça et regardons ce que nous allons avoir. Bon,
Là, il me dit évidemment, comme vous venez de télécharger ça, il vous dit que c'est peut-être pas fiable, mais vous dites OK, puis ça va être correct. Il n'y aura pas de problème. Je vous jure, c'est fiable ce que je vous ai fait, je ne vous envoie pas de virus. Là, si on va voir l'explorateur de la solution. Là, ici, nous avons une solution plus complexe. On a la solution PFI 2001. On a à l'intérieur de la solution PFI 201A 2020, on a un projet qui porte le même nom et on a le projet LibOutil IA. Bon, vous, ce que vous allez coder, c'est justement ici, dans LibOutil IA. LibOutil IA, c'est un fichier que vous avez à compléter. On va voir ce que vous aurez à faire à l'intérieur de ça. Et surtout pour vous, ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que vous allez avoir, à l'aide de cette solution-là, il y a un programme de test. Programme de test qui, lui, ne fait pas jouer le jeu, fait juste vérifier que votre bibliothèque que vous allez créer, que les fonctions que vous allez écrire respectent le rôle que je vais leur donner. Bon, alors on va aller voir ça, ces fonctions-là. Bon. Alors, c'est à l'intérieur de ça que vous allez devoir travailler. Alors, donc, vous ouvrez la grande solution, vous modifiez le code. Alors, par exemple, vous allez écrire le code qui correspond. Pour l'instant, il y a du code à l'intérieur de chacune des fonctions, mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas bon le code qui est là. J'ai mis un return de n'importe quoi à l'intérieur pour que ça puisse compiler. Quand vous aurez terminé d'écrire votre code, à ce moment-là, vous pourrez tout simplement dire au système, écoute, exécute le test. Bon. Et là, le système va vous donner une note qui se situera entre 12 et 100. 12, c'est la note minimale. C'est-à-dire que même si vous ne faites rien, vous avez 12. Mais évidemment, je ne calculerai pas que vous avez 12 là, dans votre examen, là, dans votre travail. Alors, 12, c'est la note minimale qu'on peut obtenir au test, parce qu'il y a certains tests qui sont des tests de prédicat, donc on peut tester on retourne des faux, mais ce n'est peut-être pas des faux qu'il fallait retourner. Donc, une note entre 12 et 100. Si vous avez 100, ça veut dire que normalement, votre programme va parfaitement faire fonctionner le jeu. Si vous avez moins de 100, si vous mettez votre programme, votre système dans votre bibliothèque dans le jeu, il y a de fortes chances que le jeu ait un comportement bizarre s'il fonctionne. Peut-être qu'il va complètement scraper aussi. Bon, alors donc, ici, c'est la validation peut se faire directement dans la solution. Et une fois que vous avez atteint 100, bien là, on verra comment prendre votre bibliothèque et la transférer dans le jeu. Je vous enverrai sans doute un petit texte ou une petite capsule vidéo pour vous montrer comment faire. Bon. Maintenant, qu'est-ce que vous avez, vous, à produire ici? Essentiellement, bon, d'abord, on va regarder les modalités de remise. Je le précise encore, le travail doit être réalisé en solitaire. Vous allez modifier le fichier outils.ia.cs contenant votre présentation. C'est ce que vous allez remettre, mais vous allez le changer au moment de le remettre, juste avant de le remettre. Une fois que ça fonctionne bien, vous le changez et vous l'appelez PFI nom-prénom.cs. Nom-prénom étant évidemment votre nom et votre prénom. Bon. La remise va se faire dans Moodle, dans mon cas. Et il y a une boîte de remise qui, bien, en fait, la boîte, c'est un devoir comme d'habitude, vous allez remettre ça. Et on doit remettre ça au plus tard lors du cours du jeudi 17 septembre 2020. Bon. L'évaluation, comment vous allez être évalué? Vous allez être évalué de deux façons. Tout d'abord, il y a 50% des points qui vont être une évaluation lors des tests d'exécution. C'est-à-dire que moi, je vais exécuter votre système dans le jeu, puis je vais voir si ça fonctionne ou non. Je vais également utiliser le système d'évaluation que je vous ai présenté pour
faire la validation. Ensuite, le reste du 50%, c'est le respect des normes et des conventions. Respect des normes et des conventions, donc comment vous allez appeler vos variables, comment vous allez écrire le code. On va voir également comment vous allez, on parle des aspects documentation de la solution. Les aspects de documentation, on parle surtout donc, est-ce que vous allez mettre en haut, par exemple, la petite cartouche qui permet d'identifier à votre nom, etc. Est-ce que vous allez, vous avez nommé correctement vos variables quand vous avez des variables et vos constantes quand vous avez des constantes? Est-ce que les noms sont significatifs? Également, on verra qu'il y aura certaines fonctions qui sont très simples dans ce que vous allez à rédiger, c'est-à-dire que la fonction va être simplement telle quelle. Je vais vous dire, faites une fonction qui fait ça, et vous allez faire une seule fonction. Dans au moins un des cas, il y a une des fonctionnalités est très complexe et va nécessiter que vous produisiez une hiérarchie de code, donc une hiérarchie de fonctions. Donc, voir comment, là, évidemment, la qualité de votre découpage est très importante. Alors, c'est un des points majeurs de l'évaluation. Comment vous allez découper votre code. L'utilisation judicieuse et habile des structures de contrôle, les alternatives, les répétitives, comment vous allez les manipuler. Hein? Alors, comment vous allez m'écrire des prédicats, par exemple? Alors, si quelqu'un m'écrit if une condition return false, else, return true, else return false, par exemple, ben, il va sans doute pas avoir beaucoup de points là-dessus. L'utilisation des fonctions et des mécanismes d'échange d'informations. Comment vous allez gérer les paramètres? Le choix approprié des types de variables et le respect, naturellement, des consignes qui sont écrites dans ce document. Bref, voici sur quoi vous allez être évalué. Il n'y aura pas de surprise. Si vous m'écrivez du code tout croche, même si votre application fonctionne, il est possible que vous n'ayez pas une très grosse note. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Ce n'est pas juste du code qui marche que je veux du beau code fonctionnel. Ça va pour ça? Ensuite, maintenant le fonctionnement général. Bon, je vous ai fait une démonstration. Je vais juste le redécrire en texte, en parole cette fois-ci. Vous contrôlez une petite balle bondissante sur un damier de 25 cases, 5 par 5. Ça ressemble beaucoup à un tableau multidimensionnel, ça. Et vous les contrôlez à l'aide des touches de déplacement classiques, là, W, A, S, D. W pour pour avancer, A pour reculer, S pour se déplacer vers la gauche, D pour se déplacer vers la droite. Vous devez déplacer la balle jusqu'à atteindre un trésor représenté par un coffre et ainsi le capturer. Une fois le trésor capturé, le coffre s'ouvre et cela signale la fin du niveau. Le prochain niveau apparaît alors automatiquement. Évidemment, tout cela ne sera pas aussi simple. La surface de jeu est occupée par une bande de virus maléfiques qui vont vous empêcher de parvenir à vos fins. Au premier niveau de jeu, ces virus sont au nombre de 2 et à chaque fois que vous terminez avec succès un niveau, le nombre est incrémenté. Vous aurez 3 adversaires au deuxième niveau, 4 au troisième, 5 au quatrième, etc. Lorsque le jeu démarre, vous possédez 3 vies symbolisées par des cœurs affichés en haut à gauche de l'écran. À chaque fois que la balle entre en collision avec un virus, vous perdez une vie. Vous pourrez poursuivre le jeu avec une nouvelle version du niveau. Le jeu se termine lorsque vous perdez la dernière vie. À ce moment, les différents éléments de la surface de jeu disparaissent et font place à un message vous félicitant pour vos exploits. Pour mettre fin à l'exécution du programme, en tout temps, vous pouvez appuyer sur la touche Escape, ESC, qui est située en haut à gauche de votre clavier. Bon. Est-ce qu'il y a des questions à la base là-dessus? Bon.
Moi, je vais juste donner un complément d'information. La balle, la petite balle qui vous symbolise, se déplace uniquement en croix, c'est-à-dire soit vers l'avant et l'arrière, soit vers le côté. Elle ne peut pas aller en diagonale. Un des virus agit de même, c'est-à-dire le virus, on voit qu'ici, il y a deux couleurs de virus. Un virus rose avec des pointes mauves et un virus noir avec des pointes rouges. Le virus rose avec des pointes mauves, bon, se déplace comme vous en croix. C'est-à-dire qu'il ne peut aller que vers gauche, droite, haut, bas. Le virus noir avec des pointes rouges, lui, ne peut se déplacer qu'en diagonale. Donc, les deux virus n'ont pas le même mode de déplacement. Ça sera important de considérer cette chose-là. Excusez-moi. Bon. Qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que ça comporte? Alors, ici, on va bien voir quelque chose. Voilà, pas ça que je veux voir, mais bien ça. Oups. Ici, je vous donne déjà du code déjà implanté. Il y a déjà des morceaux de code qui fonctionnent que vous n'avez pas le droit de toucher. Tout ce qui concerne les constantes, vous ne changez rien. Vous ne changez pas les noms, vous ne changez pas les valeurs. Je vous explique. Votre bibliothèque que vous allez faire fonctionne en symbiose avec le jeu. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre bibliothèque et la mettre dans le jeu va l'utiliser. Et le jeu s'attend à ce que votre bibliothèque ait certaines caractéristiques. Par exemple, les constantes doivent vraiment porter ce nom-là. Si vous changez les valeurs, ça se peut que ça fonctionne. Mais si vous faites des erreurs en changeant les valeurs, bien, ça se peut également que ça ne fonctionne plus. Même chose pour les modes de déplacement. Alors, que ce soit les symboles qui sont là, qui vont être utilisés quelque part dans le tableau, qui vont permettre de jouer le jeu, ou encore les modes de déplacement qui indiquent un peu des informations sur les monstres. Bon. Également, d'autres choses qui sont déjà codées, vous voyez, je vous donne les entêtes des fonctions. Ces entêtes-là, c'est les fonctions qui sont utilisées dans le jeu. Vous ne pouvez pas les changer. Si vous changez ça, bien, premièrement, vous allez créer une fonction qui ne sera pas utilisable dans le jeu et la fonction qui devait être utilisée n'existera pas. Donc, ça ne marchera pas. Bon. Alors, donc, je pense vous avoir été clair. Ce que je vous ai mis comme constante et comme en-tête de fonction, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, les returns que j'ai mis, les valeurs qui sont retournées, sont des valeurs mauvaises. Ne gardez surtout pas ça. Comme ici, initialiser carte symbole, c'est quelque chose qui va me créer mon tableau, me le remplir mon tableau de jeu. Il ne faut pas retourner nul, naturellement. Il va falloir me retourner un tableau qui contient la bonne information. Bon, c'est un exemple. Revenons dans le document. Donc, il y a des choses qui existent déjà. Les constantes, je vous en ai donné 2 blocs. C'est déjà codifié. Je vous donne également 2 classes. Je ne vous demande pas de créer des classes dans ce tableau-là, dans ce jeu-là, mais vous allez devoir utiliser 2 classes que moi j'ai créées. La classe .2D. La classe .2D ressemble farouchement à la classe point de notre exemple. OK? C'est juste qu'il a fallu que je n'avais pas le droit de l'appeler point, alors donc j'ai appelé .2D.
Alors donc, un point 2D, ça contient un X et un Y et ça permet de représenter une coordonnée, par exemple, dans mon tableau. Bon. Et il y a un type vecteur 3. Est-ce que vous savez c'est quoi un vecteur, messieurs? Est-ce que vous avez déjà entendu le mot vecteur? C'est une flèche avec une orientation puis une longueur, genre. Exactement. C'est une notion de mathématiques qui est utilisée en maths et en physique principalement, mais aussi en infographie, beaucoup. Alors, un vecteur ici va représenter finalement une position dans l'espace. C'est-à-dire, c'est un peu comme une coordonnée, mais spatiale. Au lieu d'être dans le plan, c'est dans l'espace. Alors, nous, on va travailler avec des vecteurs. Les vecteurs, en tant que tels, vont nous permettre de positionner on verra à certains moments, vous allez devoir travailler avec ça pour positionner les objets dans le jeu. Bon. On verra dans quel... Ce n'est pas une énorme utilisation, mais vous en aurez besoin. Bon. Ensuite, voici les fonctions que vous devez coder. À chaque fois, là, je vous conseille si vous avez un petit papier à côté de vous, un crayon, quelque chose pour un peu prendre des notes en plus, là, ou encore vous annotez directement votre PDF parce que votre outil de lecteur PDF vous le permet, ça serait une bonne idée. Alors, je vais donner des informations complémentaires sur les fonctions. Alors, la fonction initialiser carte symbole. C'est une fonction qui doit créer la grille de jeu virtuelle. Si vous voyez, quand vous jouez le jeu, vous avez une grille de jeu qui est appelée, le damier qui est apparu. Ce damier est une visualisation de la grille de jeu. Bon, la grille de jeu, c'est donc un tableau 2D qui va contenir l'information sur la position des différents éléments du jeu. C'est-à-dire qu'on va maintenir, dans cette grille de jeu, la position de la balle, ce qu'on appelle l'avatar, du trésor, des monstres également, hein, où ils sont. Parce qu'on veut éviter que les monstres se déplacent les uns sur les autres. On veut vérifier où est le trésor, etc. Bon. Alors, vous avez donc devoir gérer cette grille de jeu. Alors, au départ, vous allez devoir créer la grille de jeu, donc créer une grille de la bonne dimension. Donc, c'est pour ça que vous allez recevoir la valeur, taille, dimension. Et vous allez prendre ça et le mettre, pour chacune des cases, leur donner la constante symbole vide. On voit que le tableau qui sera produit sera un tableau de char, de caractères. Bon. Une chose importante, c'est un tableau 2D qui va utiliser la convention colonne-ligne. Donc, le premier indice, excusez-moi, c'est une erreur, c'est ligne-colonne. J'ai fait une gaffe. Je vais corriger ça immédiatement dans le document et vous le retournez. Ah, zut alors. Bon. Je pensais l'avoir bien écrit, mais apparemment non. Ah, zut. Bon. Ce ne sera pas là. Oups. Oh. Bon. Alors, donc, c'est la convention ligne-colonne qui est utilisée ici. Si vous faites autrement, vous provoquerez de nombreuses collisions entre les virus. Alors, donc, je reprends ici. Ça, je vais vous l'envoyer, cette chose-là.
OK. Bon. OK. Alors, ce que ça reçoit, c'est donc, on reçoit la dimension et ça retourne un tableau de char. C'est un tableau multidimensionnel qui est aussi haute que large. Qui est aussi haut que large. Bon, oui, là, vous avez vu, c'est une grille de 5 par 5 qu'on voit à l'écran. Je pourrais changer une constante dans mon jeu et ça deviendrait une grille de 7 par 7, donc, ou de 9 par 9. Vous devez donc vous ne pouvez pas tenir pour acquis que la dimension qui vous sera précisée sera une dimension 5 par 5. Bon, juste 2 secondes. OK, c'est beau. Monsieur, j'ai Oui. la partie étudiante devant mes yeux, puis il est marqué int dimension à la place de taille dimension. Ouais, ça ne change rien. C'est taille dimension, c'est vraiment le nom de la variable. On peut mettre effectivement dimension. Ça ne change rien. Ce qui est important, c'est vraiment le type. Ce n'est pas le nom de la variable. Mais de toute façon, on va mettre le même nom. Ce qui est important, donc, bien comprendre, ça sera ligne-colonne. Je vais le surligner et vous l'envoyer une nouvelle version dans les prochaines minutes. Bon. OK. La fonction est un déplacement valide. C'est une fonction, ça, qui est appelée lorsque vous cherchez à déplacer la petite balle. Lorsque vous allez appuyer, par exemple, ça va vérifier si le déplacement que vous souhaitez faire est valide. C'est quoi un déplacement valide? Bien, il faut que ça soit un déplacement dans le tableau. Par exemple, si le déplacement que vous souhaitez produire amène à sortir la balle du damier, ça devrait refuser le déplacement. De plus, si votre déplacement que vous proposez amène un déplacement en diagonale, ça devrait également refuser le déplacement. Alors, comment est-ce que ça va se faire? C'est que lorsque vous appuyez sur W ou sur A, ça va envoyer une valeur pour le déplacement vertical. Et lorsque vous allez appuyer sur D ou quand vous appuyez sur W et sur S, ça envoie une valeur pour le déplacement vertical et sur A et D, le déplacement horizontal. Donc, si vous appuyez, par exemple, simultanément sur W et D, c'est comme si vous voulez faire un déplacement en diagonale. Et ça devrait être refusé. Alors, un déplacement valide, on le répète, c'est une valeur qui va être, c'est le déplacement qui permet à la balle de rester dans les limites du damier et qui ne fait qu'un déplacement en vertical ou un déplacement à l'horizontale, mais pas les deux simultanément. Ça va? I hope. Courbe de Bézier. Courbe de Bézier, ce sont des courbes polynomiales paramétriques. Alors là, vous me dites, qu'est-ce que c'est ça? Bon, vous avez déjà fait des courbes dans votre vie et vous allez en faire plus tard. Encore, quand vous allez être dans le troisième cours de maths, par exemple, à l'automne prochain, vous allez faire pas mal de ces choses-là également. Bon. Une courbe ici, donc, c'est ce qui permet de symboliser le saut de la balle. Alors là, je vais essayer de vous ramener le... Excusez-moi. Voilà. Je vais réexécuter notre petit jeu, encore une fois. Voilà. Alors donc, si vous regardez la balle en tant que telle, elle saute. C'est un bond qui se produit. Ce bond, en fait, est une courbe. Et moi, je vais vous dire, à certains moments,
au moment de la courbe, je vais vous envoyer des points et vous allez me répondre où est-ce que la balle se trouve dans l'espace. Et pour ça, ben, on va utiliser justement une courbe de Bézier. C'est quelque chose de très simple qui va justement nous permettre de... Bientôt, là, je pense que j'ai des bonnes chances de décéder dans les prochaines secondes. C'est fait. Alors, je vais reprendre donc l'écran. Voilà. Alors, la courbe de Bézier, donc, c'est essentiellement une fonction polynomiale. En gros, on a une série de termes à calculer. On a déjà vu cette notion de terme cette session. Ici, c'est une notion où il y a 4 termes. On voit que les termes vont toujours avoir la même forme. C'est toujours la même fonction qu'on va calculer. En fait, là, ça a l'air compliqué une courbe de calculer un point d'une courbe de Bézier, mais ça sera à peu près une des fonctions les plus faciles que vous avez à faire. Vous allez vous en apercevoir en la codant. En gros, c'est une fonction qui va donc toujours prendre la même forme et qui va fonctionner en fonction d'un paramètre, le paramètre t, qui représente le temps. Le temps, le t0, le temps du début, c'est le temps au tout début de la courbe, au moment d'origine. Le temps 1, c'est le temps à la fin de la courbe. Moi, votre fonction va toujours recevoir, excusez-moi, elle va toujours recevoir le temps. Le temps sera donc une valeur qui va être entre 0 et 1. Et vous allez, pour cette valeur de t, calculer le polynôme. Et là, vous allez avoir une valeur. Et cette valeur de courbe va être retournée. Bon, la seule différence, c'est que ce n'est pas un float que vous allez calculer, mais c'est ce qu'on appellera un point, un vecteur 3. Alors, ce point vecteur 3 va donc va devoir se calculer à l'aide de la formule. Alors, donc, je reprends la formule qui est ici. Hein? On a 4 points qui nous permettent de créer notre courbe. Ces 4 points, je vais vous les envoyer. Vous aurez donc 4 vecteurs. Ces 4 points, vous allez devoir les multiplier par une valeur d'un terme. Alors donc, le premier point par ce terme-là, le deuxième point par ce terme-là, le troisième point par ce terme-là et le quatrième point par ce terme-là. Le P1 et P2 seront en plus multipliés par la constante 3. Donc, c'est une multiplication où on va prendre un point et on va le multiplier. Pour vous, ça ne change rien. Le point va se faire, ça va être très simple de le faire en tant que tel. Donc, on va expliquer même un peu plus loin comment ça va se faire. Alors, je donne certains indices. Alors, par exemple, ici, je montre que je peux créer un vecteur qui représenterait le point dans l'espace, un vecteur 4, 2, 1. Et je peux prendre ce point que je viens de créer et le multiplier par un scalaire, ici 5. Alors donc, on voit ce que ça va donner. Bon. Alors vous, c'est vraiment très, très, très simple. Vous allez voir, c'est juste une fonction qui va calculer un polynôme en calculant les différents termes et en les multipliant par les points. Donc, on poursuit. Là, je vais sauter par-dessus cette fonction-là pour aller à la dernière fonction du système, une des dernières fonctions du système, qui est trouver case libre à modifier. Trouver case libre à modifier, c'est une fonction qui va regarder si une case en tant que telle est libre sur la case de jeu. C'est-à-dire, c'est une case qui contient symbole vide. Symbole vide en tant que tel, c'est une indication qui dit que dans notre tableau,
il n'y a rien à cet endroit-là. Il n'y a pas de trésor, il n'y a pas d'avatar ou il n'y a pas de monstre. Alors, trouver case libre permet donc d'aller chercher une case disponible pour le jeu. Alors, trouver case libre en tant que telle permet de prendre notre carte, qui est notre carte 2D, de prendre un générateur aléatoire et de trouver au hasard une case disponible dans le jeu. Alors, en gros, c'est une fonction qui va tout simplement trouver le générateur, prendre le générateur aléatoire, générer des valeurs de nombres et vérifier si à ces deux valeurs-là, on trouve une case disponible. Évidemment, on comprend que pour trouver une case disponible dans un tableau à 2 dimensions, il va falloir que je trouve aléatoirement la valeur de la ligne et la valeur de la colonne. Est-ce que ça va? Oui, non, peut-être. Oui, super, super. Bon, là, je suis conscient que ça a l'air très, très gros. Donc, pour vous, ça va être vraiment de reprendre ce document-là, de prendre chacune des fonctions une à une, d'essayer de bien la coder. Il y a une fonction maintenant que je vais aller parler qui est la plus compliquée que vous avez à faire. C'est celle-ci. Identifier possibilité de déplacement. Ça, je dirais que c'est la grosse fonction qui est à faire. C'est la plus difficile d'entre elles. Alors, on va essayer de bien l'expliquer. Identifier possibilité de déplacement, c'est une fonction qui permet d'aller pour le monstre, de voir quelles sont les possibilités de déplacement. Alors, imaginons, je vais reprendre l'image qu'on a un peu plus haut. Voilà. Imaginons que on représente le petit monstre, le virus rose à pointe mauve qui est là, et présumons qu'il est actuellement à la case la case 0, 0 est ici, c'est la case 0 ligne, 0 colonne. Ça, c'est la case ligne 1, colonne 0. Donc, ça, c'est la case ligne 1, colonne 2. Est-ce que tout le monde le voit bien ici? Alors, admettons qu'il est sur cette case-là. Où peut-il aller? Bon, lui, étant donné que c'est un monstre, justement, rose à pointe mauve, il se déplace en croix. Moi, je vais devoir, enfin là, vous allez devoir écrire la fonction qui va permettre d'aller voir si les 4 cases théoriques de déplacement sont disponibles. Une case va être disponible sur 2 raisons. 1, c'est en fait 3, on va avoir 3 raisons. 1, elle est à l'intérieur du damier, c'est-à-dire qu'il faut une case qui ne serait pas sur le damier. Par exemple, je ne pourrais pas aller voir à l'extérieur quelque chose qui est à la case -1 au niveau de la colonne ou à la case -1 au niveau de la ligne. Je ne pourrais pas aller voir ça. Donc, c'est une case qui est à l'intérieur du damier, c'est le premier point. Le deuxième point, une case, le virus va pouvoir se déplacer si la case est libre ou si elle est occupée par l'avatar, parce qu'il va être bien content d'aller manger l'avatar, évidemment, d'aller le contaminer. Alors, ici, donc, la fonction, excusez-moi, j'y retourne, identifier possibilité de déplacement, va donc aller voir les différentes possibilités et vérifier pour chacune d'entre elles, pour les 4 possibilités de déplacement qu'ont chacun des virus, combien il y en a quelles sont les possibilités réelles.
Bon, alors, je retourne en haut, voir le petit schéma. Oups. Prenons par exemple le virus noir à tête rouge, là, ici, à pointe rouge. Lui, il se déplace en diagonale. Admettons qu'il est tout au coin là-bas, au coin supérieur du tableau, c'est-à-dire à la ligne 4, colonne 4. Combien a-t-il de possibilités de déplacement si l'on tient compte que ce virus-là ne peut se déplacer qu'en diagonale? Une seule. Une seule. La seule qu'il peut aller, c'est à la ligne 3, colonne 3. Pourquoi? Parce que sinon, les 3 autres possibilités l'amènent en dehors du tableau. Mais je vais quand même devoir vérifier les 4 possibilités. Mais à la fin, que ce soit un virus avec un mode de déplacement en croix ou un mode de déplacement en diagonale, je vais devoir retourner un petit tableau qui va me contenir le bon nombre qui va contenir les possibilités de déplacement. Alors, les possibilités de déplacement, finalement, vous allez vous apercevoir il va y avoir différentes situations qui vont se produire. Dans certains cas, vous allez être capable de ramener jusqu'à 4 possibilités de déplacement, comme par exemple, on l'a vu avec le virus rose à point mauve de l'exemple, où il pouvait vraiment aller partout. Par contre, dans certains cas, il n'y en aura pas 4. On a vu une situation où il n'y en avait qu'un. Je peux même vous dire que dans certains cas, le nombre de cases de déplacement possibles sera 0. Il est possible que, par exemple, dans une situation particulière, un virus soit incapable de se déplacer. Pourquoi? Bien, par exemple, parce qu'il est bloqué en haut à gauche ou en haut à droite ou en bas à gauche, en bas à droite, et qu'il est coincé par d'autres virus, mettons. Alors, ça pourrait se produire. Alors donc, on doit ramener un tableau qui va contenir le bon nombre de possibilités de déplacement réelles. Alors, le tableau pourrait donc avoir 4 possibilités, 3 possibilités, 2 possibilités, une seule ou même 0, dans un cas extrême. Bon. Alors, vous allez donc vérifier pour le virus. On va vous envoyer quoi? On vous envoie son mode de déplacement. Alors là, je vais vous dire, ce virus-là, c'est un mode de déplacement en croix ou c'est un mode de déplacement en diagonale. Je vous envoie sa position actuelle et on vous envoie la carte. Et là, vous devez faire donc une série de tests qui vont vous amener à produire ça. Je vous dirais que vous ne devriez pas commencer par cette fonction-là. C'est la plus complexe. Ça devrait être la dernière fonction que vous allez réaliser dans le jeu. Et ça, sans doute qu'on aura le temps de se rejaser pour essayer de vous, si vous avez des questions, bien, je vais être là pour y répondre, puis on verra s'il y a des indices à donner supplémentaires. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions préliminaires? J'ai une question sur comment vous allez noter le laboratoire, là. Je me Comment je demandais, vais le c'est quoi la noter? Ouais, mais vous avez expliqué que 50% de la note était Bon. possible. Tout d'abord, je vais faire Pourquoi? des tests d'exécution. Alors ça, c'est la première chose. Je vais tester votre laboratoire dans votre PFI, finalement, dans 2 contextes. Je vais la tester dans la solution de développement, ce que je vous ai montré. Alors, c'est-à-dire, je vais voir, est-ce que vous obtenez, quelle note vous obtenez. Alors, déjà là, on va être capable de voir quelles sont les fonctions qui fonctionnent, qui ont déjà un comportement de base correct. Et ensuite, je vais tester votre bibliothèque dans le jeu. Alors, pour voir si votre bibliothèque produit effectivement le bon résultat. Normalement, si vous avez fait les choses correctement, que vous avez obtenu 100 dans l'évaluation du système par la solution de développement, à ce moment-là, ça devrait bien marcher dans le jeu en général. Mais il pourrait y avoir des cas bizarres. Alors donc, ça, c'est 50% de la note. Ensuite,
je lis votre code. Et là, je vais regarder les différents aspects que j'ai déjà mentionnés. Hein? Alors, je vais y retourner ici. Alors, tous les points qui sont là, finalement, sont les points sur ce que je vais corriger de votre code. Donc, une fois que l'exécution a été testée, il y a 50% des points qui viennent sur ça. Alors, évidemment, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, il y a une fonction qui est manquante, bien évidemment, vous perdez les points liés à cette fonction-là aussi. Il y a des choses comme ça. Mais essentiellement, je vais donc prendre votre code et le corriger à ce moment-là. Et la note de correction du code compte pour 50%.